Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Raconte à Life. Je suis Quentin, le présentateur de ce podcast et aujourd'hui, comme dans les derniers épisodes, nous allons parler d'argent puisque l'argent, quand on est entrepreneur, c'est important et on en a souvent besoin et besoin maintenant. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet assez intéressant qui va être tout ce que vous auriez dû dire à votre comptable. Comme dans l'épisode précédent, je reçois mon panel d'expertes. Bonjour Quentin. Pour démarrer cet épisode, j'ai une question à vous poser. Quelle confidence d'entrepreneur seriez-vous ? Alors, moi c'est Philomène et je pense que je serais l'acquisition d'un véhicule. Le petit « Ah, au fait ?» Oui, j'ai acheté un véhicule. J'ai acheté un véhicule. Ouais. Moi, c'est Marie et je pense que je serais... au fait, j'ai déménagé. Très bien. Alors, moi, c'est Marie et moi, je serais... Tiens, vous connaissez mon nouvel associé ? D'accord, l'associé qui se rajoute mais qui n'était pas prévu avant. Voilà. Très bien. Du coup, c'est vrai que dans ce troisième épisode, on va parler justement de ces confidences qu'on aurait bien aimé savoir, parce que ça aide aussi le client, justement, dans ses démarches et ce qu'il a à déclarer et plein d'autres choses. Du coup, on va aborder ce thème en long, en large et en travers, à travers tout un tas de points importants pour l'entreprise. Et la vérité, c'est vrai que c'est bien de plutôt demander à son comptable et communiquer avec lui, puisqu'il y a des choses des fois où on se dit non mais ça c'est pas grave, c'est pas important, et en fait si, ça a beaucoup plus de conséquences qu'on peut le penser sur l'avenir de sa société ou même personnellement sur sa gestion de différents sujets qu'on a à traiter quand on est chef d'entreprise. Premier sujet, première thématique, des petites choses qu'on aurait bien aimé savoir avant qu'elles n'arrivent ou qu'on les découvre, tout ce qui concerne les changements fiscaux et juridiques. Déjà, si jamais vous faites un changement de forme juridique, donc si vous transformez votre entreprise, vous la changez, donc là, il faut en parler au comptable parce qu'on peut avoir des obligations à fournir en termes de chiffres pour faire le changement. Après, vous pouvez avoir des changements d'imposition, puisqu'une société peut être à l'impôt sur les sociétés ou le gérant peut être à l'imposition sur le revenu. Donc ça, c'est important parce qu'on traite les bilans de manière différente. Et puis ça peut être aussi lié à une extension d'objet social, par exemple. Un gérant qui décide de faire une activité supplémentaire au sein de sa société et qui fait pas modifier ses statuts. Et là, donc ça, on le découvre au moment du bilan. Et effectivement, parce que si la nouvelle activité prend un certain pourcentage de l'activité, effectivement, il peut y avoir des rectifications d'imposition à faire. Concrètement, quelqu'un fait une activité qui est soumise à un certain nombre de règles, ajoute une activité supplémentaire, ça devient son activité principale. En fait, il faudra il faudra changer les déclarations. Enfin, il y a combien d'éléments ? Ça peut impacter vraiment tout le... En fait, la société peut être considérée qu'elle a changé d'activité complètement. Ça voudrait dire qu'on va l'obliger, entre guillemets, à faire une fermeture fictive et une réouverture, parce que c'est pas la même activité. Donc on va l'obliger à distribuer ses réserves. Donc on va l'obliger à sortir tout l'argent qu'il y avait de côté et d'être imposé dessus, parce qu'il y a un changement complet d'activité. Donc ça, c'est une incidence que les gens n'ont pas forcément conscience. Donc forcément, on en parle à son comptable. Et avant de mettre une activité secondaire en place, faut bien se faire attention au niveau de la répartition entre les deux pour éviter ce genre de problème. Un exemple peut-être plus concret ou comment est-ce que dans ces cas-là on est obligé de faire ça, ou est-ce que c'est la fermeture et ouverture un peu fictive, c'est quelque chose qu'on fait a posteriori une fois que tant pis c'est trop tard, il va falloir qu'on fasse ça, ou est-ce que dans ces cas-là c'est mieux d'ouvrir une autre société si on veut faire une autre activité, comment... Ça dépend de la part que la nouvelle activité prend. Alors là, je vous parle du cas extrême, entre guillemets, mais dans l'idée, à partir du moment où on découvre que la nouvelle activité a complètement mangé l'ancienne, on est censé faire les démarches et donc distribuer nos réserves. Donc on va le faire après le bilan, puisqu'on ne peut pas spécialement le faire en plein milieu. Mais voilà, et ça, si c'est nous qui le découvrons, on va le rectifier. Si c'est découvert lors d'un contrôle fiscal, vous allez être rectifié et vous allez prendre des pénalités. Et ça, c'est ce qu'on souhaite éviter. En général, ouais. En fait, c'est tout ce qui est changement qui aurait besoin d'être mis sur des statuts de société. Il faut vraiment prévenir en amont. D'accord. Du coup, pour éviter les mauvaises surprises. Tout à fait. Une autre histoire, un autre exemple peut-être, un cas qui a pu arriver, tout ce qui va être aussi fréquent. changement de siège social ou de choses comme ça qui peuvent aussi
avoir un impact sur la société si jamais il y a des transferts il y a un déménagement ou autre du siège de la société et que le comptable n'est pas au courant, ni l'administration fiscale. Ça peut entraîner effectivement. Qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là? Si l'administration fiscale, au bout d'un certain temps, n'arrive jamais à contacter par courrier ou autre, il peut y avoir une radiation d'office de la société. Et dans ces cas-là, c'est un peu la catastrophe. Oui. Comment on rattrape un truc comme ça? Là, après, du coup, c'est effectivement, en tout cas, nous, chez Amaris, le service juridique qui va prendre le relais et qui va faire les démarches au nom du client pour réactiver tout ça. D'accord. Donc, faire le transfert de siège, réactiver en même temps. Mais ça devient. Mais c'est encore possible, mais c'est des démarches et des frais supplémentaires. Oui, d'accord. Ça devient quelque chose d'extrêmement lourd à gérer, alors que finalement, en annonçant. Alors qu'un transfert de siège, ça peut être fait rapidement et après découlent aussi d'autres impôts comme la CFE ou choses comme ça qui sont liés au siège de la société. La cotisation foncière des entreprises. Tout à fait, voilà. Qu'on a tous à payer, qu'on soit auto-entrepreneur ou entrepreneur. Tout à fait. Autre exemple, autre thématique, justement, déménagement social, on vient d'en parler. Compte bancaire et trésorerie. Exemple dont j'ai entendu parler, quelqu'un qui va utiliser un compte bancaire secondaire pour sa trésor. Des comptes bancaires pas déclarés, des comptes bancaires sur le côté. Alors ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que quand le compte courant bancaire est très excédentaire, le dirigeant a la possibilité d'ouvrir un compte d'excédent d'exploitation qui est souvent rémunéré un petit peu. Donc ça permet de venir rémunérer la trésorerie. En revanche, nous, si on n'a que le relevé du compte courant, on va constater une sortie de, 100 000 euros, par exemple, mais on ne saura pas l'imputer et on ne saura pas dire si c'est de la rémunération ou juste une sortie excessive faite par le dirigeant. Donc, on a besoin, pour faire la comptabilité, de tous les relevés bancaires, de tous les comptes d'une société, même si ces comptes sont juste des comptes d'épargne, entre guillemets. C'est quoi le risque dans ces cas-là? C'est comme si on cachait une partie de... Le risque, c'est que le bilan ne soit pas fait convenablement. Mais ça, de toute façon, le client, il va le voir, puisque nous, on va constater un prélèvement important qu'on va peut-être requalifier en rémunération. On ne va pas savoir où le mettre. Donc, on peut le requalifier en rémunération. Le client va nous dire, mais non, ce n'est pas de la rémunération. Vous ne comprenez pas, l'argent est toujours là. Du coup, on va faire des corrections, mais c'est une perte de temps importante. Et puis, c'est clairement un problème de communication. Donc, c'est vrai que nous, chez Amaris, nos clients, on les a au fil de l'eau. Et pour la plupart, on est toujours informés des changements. Et on gagne du temps sur nos bilans. Mais c'est vrai qu'il faut communiquer au comptable. Ouais. Très bien. Et du coup, quand on fait des achats ou des investissements pour son entreprise, qu'est-ce qu'on aurait dû dire à son comptable? Quel genre d'activité, quel genre d'action on aurait aimé savoir avant que ce soit trop tard, on va dire? Par exemple, pour le cas de l'achat d'un véhicule, c'est important de faire le point avec son ou sa comptable pour connaître l'imposition pour chaque type de véhicule, puisqu'effectivement, en fonction que ce soit un véhicule de société ou un véhicule de tourisme, enfin de particulier, on n'a pas les mêmes règles en matière de TVA. On a des taxes supplémentaires qui s'appellent la taxe sur les véhicules de société, donc qui sont payées par la société, que sur les véhicules de tourisme. D'accord. Vous avez aussi... merde, je l'ai plus. L'avantage en nature, les amortissements excédentaires, pardon. Donc il y a aussi tout ce qui va être lié aux amortissements excédentaires, puisque les véhicules de tourisme ne sont pas considérés comme déductibles à 100% de la société. Et donc ça, il y a des règles en fonction de la propreté du véhicule, donc du CO2 et des années de fabrication. Okay. Donc tout ça, ça peut avoir un impact effectivement sur l'imposition de la société. Et donc c'est arrivé des gens qui achètent une grosse bagnole en disant « Regarde, c'est super avec ma boîte, j'ai pu payer une magnifique, voilà. » Une voiture assez ancienne qui pollue beaucoup et se retrouver à devoir payer des taxes autour de 5 000 euros parce que le véhicule est vraiment pas propre en fait. C'est vraiment pour inciter à avoir des véhicules propres. Et par exemple, c'est des taxes qu'on va retrouver pas ou très peu sur des véhicules hybrides, par exemple, et véhicules électriques, pas du tout. Ok.
Il y a aussi des histoires qui sont un peu plus sympas, je pense, quand on fait des achats, des investissements. Est-ce que Marie, tu aurais une histoire sur justement comment est-ce qu'en parlant avec son comptable, on peut améliorer des choses, ou en tout cas avoir des trucs assez sympas? Bien sûr, moi j'ai un couple de dirigeants qui avaient une trésorerie d'entreprise assez confortable et qui souhaitaient aider leur fils qui était créateur d'entreprise. Donc ils m'ont appelé avant pour savoir comment faire de façon à être dans les clous. Et on a bien discuté, on a mis au clair les activités de chaque société et on a déterminé ensemble que le mieux, ce serait de créer un lien capitalistique entre la société et la société de leur fils. Donc ils ont pris des parts minoritaires, mais avec la rédaction d'une convention de trésorerie, ils ont pu prêter de l'argent à la société de leur fils, qui, avec un plan de remboursement bien établi, puisque ça reste un prêt, et sans être inquiétés de quoi que ce soit. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les prêts entre entreprises, s'il n'y a pas de lien commercial ou capitalistique, sont interdits. Donc ça a été plutôt des échanges positifs, assez rapides et qui ont permis d'aider un jeune créateur avec son papa et sa maman. On va pouvoir démarrer quelque chose tranquillement, en étant bien posé. Peut-être d'autres histoires. J'avais que dans mes notes double activité et révision de l'objet social, mais je crois qu'on a un peu parlé un peu plus tôt. S'il y avait peut-être une histoire ou une chose, on en parlait un petit peu avant, qu'on a très rapidement en début d'émission sur cet élément, cette confidence que vous auriez aimé avoir. S'il y a un truc en fait qui vous est arrivé dans votre carrière de comptable, où vous vous êtes dit oh non mais ça on aurait dû me le dire vraiment avant. Quelque chose qui ne rentre pas dans ces thématiques dont on a abordé, mais qui vraiment sort un peu du lot. Moi, j'ai tout ce qui est justement un peu prêt d'argent, sortie d'argent. En fait, on a souvent des dirigeants qui confondent un petit peu l'argent de leur société avec leur argent personnel. Et on entend beaucoup parler d'immobilier, les investissements immobiliers, il faut investir dans la pierre, tout ça. Donc, tout le monde veut faire une SCI. Tout le monde veut sortir l'argent de sa société pour ce qu'il y a de la trésorerie excédentaire, aller acheter une SCI, mettre des parts, etc. J'ai eu plusieurs fois le cas de gens qui reviennent vers vous en disant j'ai créé ça, j'ai fait ça, j'ai sorti de l'argent, mais sans forcément mettre les formes correctement et se retrouver ensuite dans des situations où on est bloqué puisque l'argent de votre société, elle est à votre société, elle n'est pas faite pour acheter la résidence principale, elle n'est pas faite pour investir à titre personnel. Donc il y a quand même... C'est quoi, c'est quelqu'un qui a sorti une grosse somme, genre 6 chiffres ou plus, de son entreprise, pour se dire tiens, je vais dépenser cet argent pour investir dans une SCI, dans un bien immobilier. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas été fait avec un bon lien capitalistique entre les sociétés, avec une somme raisonnable. Et en fait, quand on regarde, on se dit, ça peut être un peu considéré comme un abus de bien social. C'est de l'argent qui est sorti trop vite, on n'a pas payé les cotisations sociales dessus, on n'a pas bien fait. Donc ça, c'est des choses où s'il avait parlé de son projet en amont, on lui aurait fait faire finalement la même chose. Il aurait pu acquérir ce genre de projet, mais avec le bon cadre et sans risques fiscaux derrière, en fait. Parce que là, typiquement, en cas de contrôle, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Après, on peut se retrouver dans une situation où le client, il a aussi envie d'arrêter sa société, mais il peut pas, parce que du coup, il a prêté de l'argent. Donc, il y a plein de choses derrière qui arrivent, en fait. Donc, effectivement, sur ce genre de gros projet, et je pense de projets immobiliers, on en entend beaucoup parler, faut faire attention. On fait pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'effectivement, dès qu'un client nous dit je voudrais investir, j'ai de la trésorerie ou autre, on cale forcément des rendez-vous avec l'expert comptable parce que effectivement, sur le papier, il peut vouloir juste investir comme ça, mais c'est important parce qu'il y a plein de choses à prendre. Est-ce que de conditions à prendre en compte en fonction de la durée de vie de la société. Est-ce que c'est de l'investissement pérenne? Est-ce que c'est court? Voilà. Donc, c'est vrai que tout ça, il vaut mieux le prévoir avec nous avant et l'expert comptable qui va prendre plusieurs données pour pouvoir orienter le mieux possible. Non, mais c'est vrai qu'il faut toujours... le dirigeant fait ce qu'il veut. En gros, il choisit ses projets. D'accord ? Et en général, les projets sont tout à fait réalisables si on les fait dans l'ordre et avec les bons conseils. C'est pour ça qu'il faut appeler son comptable.
même si c'est un projet dans 6 ou 9 mois, 1 an, 2 ans, mais au moins le dirigeant a les bons éléments à sa disposition, peut mûrir son projet, et puis déjà c'est toujours sympa d'échanger. Moi, c'est comme ça qu'une fois, j'avais 2 dirigeants qui étaient un homme et une femme, avec des noms différents. Et à l'issue de la présentation du bilan, elle me dit « Et 6 mois, Madame Machin, je me marie avec l'associé Monsieur Bidule. » Oh, moi, j'étais contente, c'était rigolo, voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'ils se sont posés des questions en se disant est-ce que fiscalement, ça va avoir un impact sur notre société ou pas ? Et voilà, et du coup, on a fait en sorte que ce soit réglo et que la charge mentale là-dessus, elle passe crème. Elle passe et soit avantageux pour eux au final. Et... avantageux, non, c'était leur décision. Donc voilà, ils se sont mariés, mais derrière, ça a suivi propre, quoi. Nous, on est là pour accompagner les projets, on n'est pas là pour les bloquer. Mais parfois, un dirigeant va aller dans une ligne, et pour la même chose, il faudra peut-être faire 2 petits virages, mais ce sera mieux pour lui. Est-ce que ça arrive des fois que certains dirigeants se disent « Oh, je ne vais pas le dire à mon comptable, comme ça, il y a une chance que personne ne le voit et que je ne me fasse pas attraper ». Ouais, alors ça, c'est quand même très rare. Hein. C'est pas les bons clients, ça. Non. Mais c'est très rare. Et on le voit quand même. Et puis ça passera peut-être une fois. Ça pas 2 fois. On le voit quand même. Ça finit par se voir. On n'est pas infaillible, mais on cherche quand même. On n'est pas complètement débile. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mieux prévenir que guérir. Oui. Et il faut mieux en parler en amont pour s'assurer, en fait, le comptable, il est là effectivement pour accompagner l'entrepreneur dans son projet, effectivement mettre les bons statuts et discuter des choses qu'il faut faire avant. Comme tu l'as bien dit, ça facilite la charge mentale aussi, parce qu'on peut s'en poser des questions quand on est entrepreneur. Les statuts, les formes juridiques, les machins, tout ça, c'est souvent assez compliqué. Et c'est toujours plus intéressant d'être accompagné correctement, évidemment, pour faire les bons choix. Un grand merci à vous 3 pour vos témoignages. Merci ça. Un grand merci à vous qui nous avez suivis pour ce 3e épisode. Si ça vous a plu, eh bien, suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée. Me faites un petit like. Vous pouvez aussi le partager à vos amis ou vos connaissances si vous pensez que le contenu qu'on partage est intéressant. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et je vous dis au revoir et à plus et à très bientôt sur tous nos réseaux.